Alors, en guise d'introduction, je vais dire une chose assez importante, c'est que les femmes musiciennes ou chanteuses, ça remonte à très très loin, même à l'époque pré-islamique. Donc, je vais dire quelques mots un peu sur la période avant la naissance de l'islam, dans ce qui se passait à Médine notamment, où il y avait de très belles voix. Alors, il y avait des femmes qu'on appelait les qaïnas. C'était des maîtresses femmes qui étaient des esclaves affranchis, déjà qui s'étaient distinguées par leur voix, leurs chansons, leurs thématiques, qui restent d'actualité. Et c'était des femmes vraiment féministes avant l'heure, je pense, à l'époque de ce qu'on appelait la jahiliya, l'époque dite de l'ignorance. Je n'ai pas inventé ça, c'est les historiens. Et à l'époque où les poèmes, c'était des mu'allaqat, on suspendait ces poèmes comme on suspend le linge d'ailleurs, et le tout venant pouvait venir les lire quand ils n'étaient pas déclamés. Et ces femmes se produisaient essentiellement dans les souks déjà, et puis dans des soirées privées. Alors, il ne reste plus rien d'ailleurs de leur héritage, sauf quelques textes, mais la musique, on n'en sait rien, malheureusement. Bon, on n'écrivait pas des partitions à l'époque. Et au fil des temps, il y a 6 ans, 7 ans de cela, quelqu'un a eu l'idée géniale de récupérer des poèmes de ces qaïnats, ces maîtresses femmes, chanteuses, courtisanes également, qui avaient de l'influence sur les califes et les baronnies locales de l'époque. Sauf que la musique, ils l'ont imaginé, quoi. C'est un album, malheureusement, qui est passé un peu inaperçu, ce qui est dommage, parce que moi, j'ai pris connaissance de ce texte, j'avais chroniqué cet album à l'époque, et les textes sont vraiment magnifiques, et ils n'avaient pas pris une seule ride. Voilà un peu pour le petit point d'histoire, pour dire que ça remonte à loin. Mais nous, on va s'attacher surtout aux contemporains quand même, parce que c'est la période la plus florissante, la plus connue. Et dans tous les domaines, il a fallu souvent aux femmes se battre pour imposer leur empreinte, pour apposer leurs griffes, parce qu'il y a des genres qui leur étaient quasiment interdits. Je peux évoquer l'arabo-andalou, par exemple. C'était l'apanage, le domaine des hommes. Les femmes n'avaient pas droit de citer. C'est au fil des siècles, jusqu'à une période très récente, qu'elles ont pu se réapproprier également cet héritage andalou, et que depuis, il y a des interprètes féminines de l'arabo-andalou formidables et qui font plus que jeu égal avec les voix masculines. Mais on en trouve partout, dans le rail, la musique rack, vous connaissez tous au moins de nom. Ça a été une affaire de femmes. C'est grâce aux femmes que cette musique a été révolutionnée à partir du début du XXe siècle, dans les années 30, 40. C'était une véritable révolution avec une grande figure qui nous a quittés il y a maintenant 6-7 ans, à qui on devait rendre hommage ici, d'ailleurs à Arabesque. Elle est morte juste un mois de mai, du reste, donc elle n'a pas pu se produire ici, mais qui se produisait jusqu'au Japon. C'est la grande Sheikha Harimiti, qui par ses mots, par son verbe sagouai, a su imposer vraiment au rail une marque de fabrique qui n'appartenait qu'à elle seule et qui a été pillée par la suite par ce qu'on appelle les Cheb, par opposition à Shir. Cheb, ça veut dire jeune, et Shir, c'est le sage, le vieux, tout ce qu'on veut. Et c'était pas évident, mais quand on écoute les textes, c'est incroyable parce qu'elles osaient dire tout haut ce que pas mal pensait tout bas, pour reprendre une expression consacrée, une formule consacrée. Alors quand on écoute les hommes, c'était plus empoulé, c'était plus enrobé,
il n'osait pas dire directement les choses. Il s'exprimait plus par métaphore, alors que des gens de la trempe, des femmes de la trempe de Cheikh Harimiti et d'autres, osaient et bravaient. Des textes aussi qui étaient féministes avant l'heure chez Cheikh Harimiti, parce qu'elle s'attaquait à des tabous comme la virginité, il fallait le faire à cette époque-là, et les mariages arrangés, et plein de choses. C'était pas évident. Et il y a aussi d'autres cas, Kalsoum, il y a Warda, qui en a bavé aussi, à qui il a été rendu hommage, un double hommage même, à travers Arabesque. Warda qui a dû batailler ferme pour se réinscrire dans la ligne de la chanson. Mais ça, je vous raconterai un petit peu certains détails par la suite. Je laisserai mes invités aussi dire ce qu'ils ont envie de dire, parce qu'on est en pleine liberté. Donc Maïssa, que vous avez pu voir hier, et Racha, que vous avez vu hier aussi. Hein. Je suis bien entouré. Il y en a qui... ça va, je ne suis pas encore des Cathy. Il y a des gens de... qui veut la parole la prend pour nous parler d'une grande figure, par exemple, de ton choix. Donc bonsoir, Racha Salah. Moi, j'aimerais plus peut-être parler de ces dames un peu plus modernes, pas forcément contemporaines, actuelles, mais de quelque chose qui me fascine dans cette région arabe éparpillée entre Afrique du Nord et Moyen-Orient. Je parlerai plus de l'exemple du Moyen-Orient et de l'Égypte, puisque je connais malheureusement plus à cause de la distance aussi et de vécu. J'ai toujours été fascinée et parfois révoltée, mais parfois aussi fascinée par ces grandes dames qui ont osé chanter l'amour, qui ont osé se produire sur scène et casser tous les préjugés et les tabous et les interdits que la société, les parents, les pères imposaient. J'ai des exemples. Récemment, j'ai découvert le trajectoire de, par exemple, Nour El Huda, une chanteuse fabuleuse qui n'a pas vraiment eu sa gloire comme il fallait. Mais quand on lit son histoire, tous les interdits, tous les obstacles qui étaient imposés par son père, parce qu'il voulait absolument mettre la main sur sa carrière et être en contrôle tout le temps. Je pense à Mouna Marachli, je pense à vraiment des grandes dames de la chanson arabe, mais dont le père a toujours été là, le père ou le frère, à vouloir gérer. Je pense à Sabah, qui était complètement victime de cette famille qui l'a poussée vers le bas et qui avait toujours le besoin de s'imposer dans ses affaires et dans les deals qu'elle faisait, que ce soit avec des scènes ou avec des producteurs, des directeurs de films. Mais je pense aussi à les mêmes personnages. Quand je pense à Sabah, pour moi, qui est le contraire, je ne sais pas, Maïssa, ce que tu penses, mais quand je pense à Sabah et à Fayrouz, par exemple, il y a Fayrouz, l'image de cette femme douce, presque soumise, qui chante l'amour, l'oiseau, la beauté, le poème. Et il y a Sabah qui vient avec une voix de montagne extraordinaire et qui casse tous les tabous de cette société où c'est l'homme qui se marie plusieurs fois. À chaque fois qu'il a envie, qu'il rencontre une belle femme ou qu'il tombe amoureux, il se marie. Et bien Sabah l'a fait des fois et des fois. Et c'est magnifique parce qu'elle a toujours essayé de briser naïvement et gentiment, sans vouloir provoquer qui que ce soit. C'est juste que cette femme vivait pleinement. Comme sa voix allait si loin, ses ambitions, ses rêves, son amour. Elle épousait des hommes beaucoup plus jeunes qu'elle. Elle épousait des hommes parce qu'ils étaient beaux. Elle a épousé un homme parce qu'il lui a dit une très belle phrase et que ça l'a charmée. Et elle divorçait parce que ça n'allait plus. Et donc elle était tout le temps en train de casser des limites et des tabous que les autres femmes n'osaient pas. Donc c'était aussi un modèle pour beaucoup dans la société. Et elle est morte à 93 ans.
mariée à un très très jeune homme. Et à une époque, elle a même marié, elle s'est mariée à Mr. Lebanon, donc un jeune beau gosse qu'elle a estimé, pourquoi pas. Il l'aime, il la trouve divine et magnifique, donc il est tombé sous son charme. Elle aussi, elle l'a épousé. Donc pour elle, il n'y avait pas de limite, et ça, je trouve ça magnifique. On a Kalthoum qui interdit à Ahmad Rami, qui lui écrivait pratiquement tous ses poèmes qu'elle a chantés. Elle n'a jamais voulu l'épouser parce qu'elle pensait, elle estimait que si elle l'épousait, cette beauté dans ses poèmes disparaîtront, je sais pas, enfin bref, conjugué. Et donc elle a choisi de garder cet amour presque interdit ou inaccessible, mais ça a provoqué des poèmes extraordinaires et des chansons magnifiques qu'on connaît. Donc Ahmed Rami, oui, c'est un personnage particulier, grand poète, qui est venu en France rejoindre son ami Mohamed Abdel Wahab, qui venait à la Sorbonne à l'époque, qui a traduit les poèmes de Omar Khayyam, du farsi, du perse en arabe, qui a écrit la moitié des textes chantés par Kalthoum, y compris des poèmes d'Omar Khayyam, un peu moins connus. Laisse-nous porter à nos lèvres cette coupe de vin, par exemple. Kalthoum a chanté ça. C'était pas évident à l'époque. Et tu as tout à fait raison. Elle ne l'a jamais épousé. Il a dû se résoudre à se marier. Ça a duré 3 ans. Il a vite divorcé parce que son grand amour, jusqu'à sa mort, c'était Kalthoum. Mais elle n'était pas folle la guêpe. Cette manière de faire a abouti au fait qu'il était tellement amoureux de Transi qu'il écrivait des merveilles de poèmes. Et tous ces textes étaient des déclarations d'amour très chaudes à l'égard de la Dame d'Orient. Alors, bonjour. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à... En fait, moi, j'aimerais te poser une question, puisque Maïssa, qui est Radio Monte Carlo, donc tu vois passer beaucoup de chanteuses, puisqu'on parle des femmes là. Donc tu vois passer beaucoup de chanteuses actuelles aussi. Donc ce passage, est-ce que les chanteuses d'aujourd'hui ont ce challenge et les obstacles que les dames de la chanson arabe ou berbère ou de la région? Je vais répondre, Racha, à ta question, mais j'aimerais juste rebondir un petit peu sur ce que tu disais sur les chanteuses du Moyen-Orient, Sabah, Fayrouz. Enfin, moi, si je peux m'approcher de ce sujet, je m'approchais à travers le mot l'interdit. Effectivement, mais c'est à travers ces rencontres que j'ai pu faire, d'ailleurs, de Cheikh Harimiti, qui est venu dans les studios de Monte Carlo un jour, et l'anecdote est assez intéressante. Elle est rentrée dans le studio et elle s'est dirigée directement, elle s'est assise, elle a checké le microphone, elle a commencé à parler. Elle n'a pas attendu de questions, elle n'a pas attendu de savoir c'est quoi. Elle a cassé le rythme de l'interview et elle a commencé tout de suite à parler de ses droits d'auteur. Elle a dit, bon, ils m'ont volé, comme tu disais, ils m'ont pris, etc. Et l'interview ne ressemblait à rien. J'avais jamais fait une interview comme ça. Elle m'a pas laissé poser des questions. Elle m'a parlé. Puis après, elle a chanté, puis elle est partie. Et quand elle est partie, je me suis dit, c'est incroyable, en fait, cette dame, cette force, cette beauté. Ça vient du fait que la chanson fait partie de la vie, et la vie, c'est la chanson. C'est-à-dire que, et souvent, c'est comme ça que ces dames, en fait, deviennent aussi très fortes, c'est qu'elles ne font pas un métier. D'abord, elles chantent parce que ça fait partie intégrante de leur vie, que ce soit Cheikh Harimiti, que ce soit, son nom m'échappe, mais la chanteuse qui joue du gembré, l'Algérienne, ça va revenir. Hasna al-Besharia, par exemple, pareil, quand elle est venue dans le studio, Hasna al-Besharia, elle m'a raconté comment son gembré, elle l'a transformé, parce qu'il faut savoir que c'est un instrument interdit aux femmes, et que son père lui avait interdit formellement. Elle vient de l'Algérie, et effectivement, son père jouait cet instrument-là, et elle vient d'une famille où on joue le gembré, et pour elle, c'était interdiction totale. Et elle arrivait quand même à le faire, caché, etc. Et puis, elle me raconte comment elle a commencé à jouer dans les mariages,
Et elle dit le mot, elle m'a dit amplificateur sur le gambri. Elle a mis un amplificateur sur le gambri et là l'argent est tombé. C'est-à-dire qu'en fait elle arrivait à faire plein de mariages, à travailler et son père ne le savait pas encore. Toutes ces femmes-là avec leurs histoires, en fait, quand elles me racontaient tout ça, je voyais bien qu'il y avait l'axe passé de l'intérieur, de l'interdit, de la maison à l'axe extérieur, se montrer et commencer à chanter. D'ailleurs, ça dépasse le monde arabe. C'est-à-dire que ça, on le trouve avec Césaria Evora aussi. Elle chantait dans les rues, elle chantait dans les bars. On l'appelle la diva aux pieds nus, c'est pas pour rien, c'est parce qu'elle n'avait pas d'argent. Donc tout ce passage est très intéressant. C'est là où leur grandeur, elle est là, dans l'interdiction et dans le fait de franchir un pas en dehors de la maison. Mais c'est vrai que, pour continuer et répondre à ta question, Racha, on le voit aussi à travers, dans le monde arabe, dans les chansons dites actuelles aujourd'hui, et avec ces jeunes femmes qui commencent à utiliser les moyens qui sont mis à leur disposition, c'est-à-dire l'Internet, et qui postent des chansons, des fois extrêmement révolutionnaires. Je donne l'exemple d'une jeune égyptienne, elle se fait appeler Luka sur Internet, Luka. Elle a posté une chanson dans laquelle elle parle de la drogue, et la chanson commence, elle dit « Ma mère m'a dit que les femmes ne doivent pas jouer dans la boue. Ma mère m'a dit qu'il faut toujours porter des jupes. Ma mère m'a dit qu'il faut faire ceci, cela. » Donc elle parle de sa filiation féminine et de l'interdiction. Mais moi, je fume le hashish et je fais le bien. Et cette chanson, en fait, qui parle de hashish, de drogue, etc., elle a eu 3 ou 4 millions de vues sur Internet. Bon, l'exemple est peut-être d'une jeune femme égyptienne, mais ça existe aussi ailleurs. Maintenant, elle continue à faire ce que les autres faisaient en étant dans leur maison, en utilisant leurs moyens à eux, l'Internet. Mais il y a toujours, c'est comme si c'était un héritage. C'est-à-dire, elles sont là encore à recréer un espace dans l'interdit. L'exemple de la musique Nawa aussi est très intéressante, par exemple. Quand on sait que les Ma'allem, c'est eux seuls qui ont le droit également de jouer du gambri. Mais moi, j'ai rencontré la famille Guinéa, le Ma'allem Guinéa, Mahmoud Guinéa, qui est mort il n'y a pas longtemps. Il a laissé une grande descendance. Et en fait, il y a une jeune fille, une de ses filles, qui a créé, qui joue du gambri et qui ose jouer du gambri et qui fait son groupe et qui fait sa musique dans la rue, etc. Et donc, il y a effectivement, à travers les instruments aussi, une certaine capacité à franchir le pas et à s'affirmer. Mais c'est jusqu'à aujourd'hui pas très bien vu. Et il y a beaucoup de remarques, il y a beaucoup de comment tu oses utiliser cet instrument-là, etc. Donc, je pense qu'il y a effectivement une filiation, mais elle se heurte beaucoup à leur propre mère et à leur propre côté féminin, plus des fois que le côté masculin sur les interdictions par rapport au chant. Il y a aussi après j'arrête dessus, il y a une femme que j'admire beaucoup qui s'appelle Aïcha Al-Fellati. Elle est soudanaise. Aïcha Al-Fellati, elle a traversé le Soudan. Elle l'a traversé, elle avait 17 ans, je pense, j'espère ne pas me tromper avec les dates, les données. Elle est partie en Égypte à l'époque où personne ne quittait le Soudan pour chanter. Et je veux dire, il faut être animé effectivement, comme Aïcha Al-Fellati, elle a une superbe voix pour arriver en Égypte, chanter. Et elle faisait partie justement des voyageurs, les Fellati. Donc effectivement, il y a beaucoup d'exemples. Et moi, en tant que personne qui travaille beaucoup avec, je reçois beaucoup de musiciens et de musiciennes, j'ai toujours été à la recherche de ces histoires de comment on franchit l'interdit, mais comment on reste dans la vie aussi. C'est-à-dire, la musique n'est pas uniquement leur métier. Elles ne peuvent pas faire autrement. C'est vraiment ce qui les anime, c'est une telle passion qu'elles ne font pas une promo, c'est pas une carrière, c'est soit je chante, soit je meurs un peu, c'est-à-dire, et c'est ça qui est sublime et qui est assez magnifique dans leur parcours. Puis après, il y a toute l'histoire des shaykhat aussi, qui sont pas pour moi, par exemple, en Afrique du Nord, au Maroc, il y a un très beau documentaire sur les shaykhat. On se rend compte que les shaykhat, c'est un art, c'est un art c'est un art de vivre et un art de chant et un art transmis de femme à femme et qui elles aussi ont été très désacralisées dans ce qu'elles font. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien... Oui, là, si je peux juste commenter sur les sheikhats, moi, ce qui me frappe, c'est que ces mêmes sheikhats qui sont invitées à toutes les fêtes, elles sont essentielles à la vie festive des villes et des villages. Ces mêmes femmes qui sont extraordinaires, sont aussi
Yani elles sont mal vues par les elles sont mal vues plus par les femmes encore que par les hommes dans la société. Et je trouve ça aberrant. C'est quelque chose dont on parlait hier justement dans un autre sujet, les grandes dames de l'Orient, que parfois c'est les femmes qui font vraiment cette oppression sur les autres femmes. Et l'exemple de Sheikhat, c'est un exemple frappant parce que ces femmes-là, dans toutes les maoulettes, des sujets énormes en fait. et Mais elles ça- sont des sujets qui concernent toutes les femmes et pourtant c'est les femmes qui leur font injustice. Et c'est Et puis, c'est bien aberrant. sûr, évidemment, évoquer des sujets tabous, le sexe, la drogue, l'adultère, enfin tout ce qui est interdit dans nos sociétés est clairement, hypocritement caché. Ces femmes-là, elles viennent, elles pointent du doigt, elle va te raconter son histoire d'adultère, elle va raconter comment son homme est... elles vont raconter des choses comme a fait Cheikh Harimiti avec plein des sujets à elle. Mais c'est vrai que elles sont immédiatement désacralisées ou c'est pas la société qui accepte effectivement que ces sujets soient traités. Donc, les Parce qu'elles grandes dames, pour moi, sont c'est les dames qui sont transgressives, dans la, comment dire. Elles osent vraiment. Oui, même Kulthum, par exemple, parler on des parle beaucoup sujets. de Kulthum. Moi, j'adore Kulthum, c'est une des plus grandes figures. Mais à la même époque, il y avait d'autres noms, beaucoup d'autres noms. Et je vous invite à regarder, il y a un site qui est exceptionnel sur l'archive de la musique arabe. Amar, Arabic Music Archive, si vous tapez sur Google Arabic Music Libanais, Archive. ça. Oui. Le mec libanais. Ils ont racheté toute la collection des début des années 20 en Égypte. Il y avait un milliardaire, je ne sais pas, qui avait toute la collection. Cette archive, ils ont racheté, ils ont reclassifié. Il y a des extraits sonores extrêmement intéressants. Et on découvre d'autres voix de Kulthum à la même époque. Très très vieux enregistrements et on se rend compte qu'en fait cette époque de gloire, donc ce qui est appelé l'âge d'or en Égypte à l'époque, en cachait d'autres, plein d'autres. Mais il y avait aussi des choix politiques, il y avait aussi des choix de valorisation de certaines figures et pas d'autres. Et même Kulthum elle-même Oui. qui empêchait la réussite d'autres femmes. Oui, et beaucoup de Asmahan, notamment. Asmahan, par exemple. Oui. Mais de toute manière, quand on regarde tous les parcours, on peut faire des recoupements. Il y a plein de situations similaires qui sont autant d'obstacles à leur éclosion artistique. Vous évoquiez les shirat. Je prends l'exemple d'un genre marocain qui s'appelle l'Aïta, ça veut dire le cri ou l'appel. À l'origine, il y avait un mec comme Bouchaïb el-Bidawi. Il se déguisait en femme pour chanter, parce que c'était interdit aux femmes de chanter ce genre très sulfureux. Mais depuis, les esprits et les voix se sont libérés, parce qu'aujourd'hui, où il y a, depuis, on va dire, 2 voire 3 décennies, c'est vrai qu'il n'y a pas les mêmes obstacles. C'est-à-dire il y a beaucoup de tabous qui sont tombés, alors que à l'époque, chanter, c'était déjà mal vu, effectivement. Mais pire, je vais vous donner un exemple très concret, très précis. En arabe, quand on parle du chanteur, un shir par exemple, la signification, c'est sage, vieux, enseignant, un mec donc respectable, vénérable, mais à l'inverse, quand il s'agit de shira, curieusement, elle n'est plus vertueuse, rien du tout. Ça devient synonyme de débauche, de quelqu'un à ne pas fréquenter absolument. Ça, c'était déjà un double handicap, parce que femme et puis chanteuse. Alors là, on n'y coupe pas. Donc il a fallu s'imposer. Moi, j'ai une anecdote sur Cheikh Harimiti qui s'est produit dans un stade, parce qu'à l'époque, elle n'a jamais eu de scène nationale digne d'elle, alors qu'à Paris ou ailleurs, elle s'est produit au Zénith, elle s'est produit dans les plus grandes scènes, même à Tokyo, à Berlin. Elle a eu une renommée mondiale. Dans un stade, dans une ville qui s'appelle Khamis Mliana, en Algérie, à mi-chemin entre Alger et Oran, le stade où elle s'était produit à l'époque, ils ont mis de l'encens le lendemain un peu pour purifier l'atmosphère parce que la shira était passée. Et à l'époque, les shirat, que ce soit Cheikh Harimiti, Cheikh Zouzou, Cheikh Djenia, dite la Diablesse, quand elle venait
en soirée. Souvent, c'était soit des cabarets, soit des soirées privées, des bastas, comme on les appelle à Oran, exclusivement masculines, et c'est la femme qui chantait. Quand elles arrivaient, c'était vers 2 heures du matin avec une voilette, et elles disparaissaient à l'aube, accompagnées par leurs musiciens. Donc ça sentait vraiment le soufre. Il y a eu d'autres chanteuses, j'évoquais la figure de Warda, puisqu'on lui a consacré un hommage. Warda, c'est un destin assez particulier. Voilà quelqu'un qui, c'est la première beurette, grande chanteuse, qui est née, Fatna Bint al-Hussein, ouais, ça c'est la Haïta, Absolument, une grande dame qui nous a quittés aussi. Et pour revenir à Warda, elle est née à Paris, et son père tenait le Tam Tam. Il y a eu un spectacle qui a été produit ici, le cabaret Tam Tam. Ça veut dire Tunisie, Algérie, Maroc 2 fois. Et le Tam Tam, c'était rue de la Huchette, en plein quartier latin. Son père, qui était algérien, originaire de Soukaras, sa mère était libanaise. Elle a commencé à chanter à l'âge de 14 ans. Ça se passait bien parce que son père tenait un cabaret, un lieu de rencontre de tous les grands musiciens maghrébins de l'époque. Donc c'était toléré. Mais plus tard, après être passé au Tanios, à Beyrouth, repéré par Abdelwahab, je ne vais pas vous faire tout son itinéraire, elle revient en Algérie à l'indépendance. Elle se marie avec un colonel de l'ALN, l'Armée de Libération Nationale. Et voilà qu'elle se retrouve prisonnière pendant 9 ans, comme elle me l'avait dit à l'époque. Elle préparait la bouffe, elle faisait le ménage. Son mari lui a interdit de chanter. Le déclic est venu du président Boumedienne de l'époque, qui était mélomane, dictateur, mais mélomane. Bon, ça existe. Et c'est lui qui l'a appelé pour les manifestations de la fête de l'indépendance algérienne, et il a imposé à son colonel de mari de la laisser chanter. C'est comme ça qu'elle est revenue chanter. Après, elle a divorcé d'ailleurs. Elle est retournée au Caire, elle s'est mariée plusieurs fois, mais ça a été très 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 dur pour elle. Voilà, c'est le cas de pas mal d'artistes. Comme ça, on a évoqué Kalsoum, qui se déguisait en bédouine pour se produire, qui chantait que des louanges à Dieu et à son prophète, pas la chanson profane. Le fameux Atlal les ruines, où elle dit notamment « Rends-moi ma liberté, détache mes liens, je t'ai tout donné, et sans avoir rien reçu en échange ». Ça va être un peu plus tard. Si je peux me permettre, peut-être qu'on peut évoquer, même si c'est pas en Orient, mais c'est pas très loin, et puis Oui. c'est assez révélateur. La voix est interdite, par exemple, le chant des femmes en Iran est complètement interdit. Elles n'ont pas le droit de chanter en public. Jusqu'à aujourd'hui, elles n'ont pas le droit de chanter en public. Et à ce sujet-là, il y a une chanteuse iranienne que j'ai rencontrée qui a sorti un album qui s'appelle The Sun Will Rise, le soleil va se lever, qui s'appelle Mahsa, je suis désolée pour la prononciation, mais elle s'appelle Mahsa Vadat. Et cette femme, en fait, elle ne peut chanter évidemment en dehors d'Iran, mais elle continue à vivre en Iran, à Téhéran, elle continue à se produire chez elle, bien sûr, ils ont le droit. Et il y a quelque chose par rapport à la voix. Et ça me fait penser un petit peu. C'est-à-dire, la voix de la femme est considérée comme un péché, comme une interdiction, comme une incitation, comme une séduction. Et je trouve qu'il n'y a pas plus révélateur qu'une voix. C'est-à-dire que même les gens qui commencent à apprendre à chanter, qui veulent se lancer dans le chant, on sait, pour ceux qui ont essayé, on sait que ce n'est pas évident de trouver sa voix. Et du coup, on peut jouer sur le mot. C'est une vraie révélation à soi-même. Et quand une femme iranienne, par exemple, il y a un film qui a été fait là-dessus qui s'appelle Song avec Emel Matlouti. Ça va me revenir. Emel Matlouti, chanteuse tunisienne. On va y arriver à Emel Matlouti, mais et le film aussi va me revenir. Il a été dédié au premier concert qui a été fait à Téhéran par des femmes. Et dedans, il y avait Emel Matlouti, une chanteuse tunisienne. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la découvrir aussi, qui a une très belle voix et qui a suivi une très belle voix. C'est-à-dire qu'effectivement, elle aussi, elle est issue de ce qu'on a appelé les printemps arabes, mais elle s'est détachée de ça.
Et ça rejoint un peu ce que tu dis aussi, Rabah, c'est-à-dire que la politique et la musique, à bien d'endroits, les femmes se trouvent à ces croisements-là et elles se détachent par leur indépendance et par leur capacité de dire non à un courant finalement. Et Amel Matlouti, dans une des interviews, elle me dit clairement, la vraie révolution, elle est dans ma musique. Je n'appartiens à aucune révolution. Et c'est vrai que beaucoup d'artistes, on les catégorise comme ça. On a tendance à les mettre dans des époques, à les mettre avec des courants, à les mettre. Et ce qui les sauve, c'est leur propre voix. C'est vraiment leur chemin, quoi. Même des chanteurs plus récents, je vais citer le cas de quelqu'un que vous connaissez sûrement toutes et tous, c'est Souad Massi. Souad, au début à Alger, elle avait fait partie du groupe Atakor. Atakor, ça renvoie au plus haut sommet de l'Algérie, c'est dans le Hogar, 3000 mètres d'altitude, qui est tout un symbole. Donc, c'était du hard rock qu'il faisait au départ. C'était dans des conditions difficiles. En plus, ça tombait dans la fameuse décennie noire en Algérie. Et elle avait fait l'objet de menaces. C'est dans son exil qu'elle a vraiment pris son envol. Parce qu'il était impossible pour elle à l'époque de faire carrière en Algérie. Donc les exemples sont multiples. Ce fut une sale période, notamment dans ce pays, parce que c'est pas évident, puisque pas mal d'activités artistiques avaient cessé, parce qu'il y avait des menaces constantes, donc on ne pouvait même pas chanter dans une salle sans avoir à craindre pour sa propre vie. Mais là, ce n'est pas que les chanteuses, hein. Même les chanteurs, voire des humoristes comme l'ami Felag, quand il commençait à faire son one-man show, ou Cocktail Kholotov, etc., il a dû lui aussi partir, Zahouania, pour citer elle, dans le rail, et plein d'autres artistes. Bon, aujourd'hui, ça va, les choses sont revenues quand même à la normale. Il y a des concerts, on va dire, normaux, entre guillemets, même si je n'aime pas cette expression, ça me rappelle quelqu'un, le côté normal. Moi, c'est marrant, quand on parle, à chaque fois qu'on parle des sujets, des chanteurs, de la chanson arabe, de l'amour, etc., dans les chansons arabes, ça me fait toujours sourire, mais ça m'attriste à la fois, en tant que Palestinienne, on va dire. En Palestine, depuis 1948, donc occupation israélienne, c'est comme si dans l'inconscient des Palestiniens, c'est une honte de chanter l'amour alors qu'on est occupé. Donc, on voit rarement des chanteurs, on entend rarement des chanteurs ou des chanteuses palestiniens qui chantent l'amour. C'est toujours des chansons engagées qui parlent de l'occupation, qui parlent de la liberté, de l'injustice, de la justice, de la dignité, de rébellion, de la révolution. Mais c'est très rare. Et du coup, ça a développé. Aujourd'hui, quand les Palestiniens se rencontrent dans un événement festif, un mariage ou quelconque, on chante des chansons palestiniennes d'avant 1948 qui parlent de la fête et de l'amour. Et il n'y a pratiquement aucun chanteur, pourtant il y en a des chanteurs tous les jours, au Liban, en Syrie, en Égypte, Tunisie, Maroc, Algérie, etc. Mais il n'y a aucun chanteur ou chanteuse connu aujourd'hui, palestinien, qui chante amour, liberté, sexualité, etc. Aucun. Enfin, à moins que je me trompe, je ne sais pas si, corrigez-moi si je me trompe. Et même ceux qui chantent Tamer Ghazali, Abu Ghazali ou d'autres, c'est des poèmes assez classiques. Quand on rechante ou qu'on chante, ça peut évoquer de l'amour, mais c'est très rare qu'on chante quelque chose de festif, comme si c'était une curse. Une malédiction, ouais. Et qu'on n'a pas le droit d'avoir cette joie. Donc, à chaque fois qu'on se rencontre pour un mariage, n'importe quel événement, la fête de l'Eid, whatever, c'est toujours des chansons d'avant 48, des chansons très populaires, folkloriques, etc. Et je trouve ça triste, vraiment. Une auto-interdiction, c'est-à-dire Autocensure. autocensure.
Par contre, en Égypte, par exemple, dans les années 30, il y a eu ce genre très léger qu'on appelle la tartoura. Monsieur Sayed en fut le promoteur. Pour la petite histoire, c'est le monsieur qui a écrit une chanson devenue célèbre en France et ailleurs grâce à Dalida, c'est Salma Ya Salama, qui écrivait déjà des chansons de 3 minutes 30, mais il y avait des chanteuses à l'époque. Moi, j'avais traduit à ce moment-là quelques textes. C'était osé. Genre, en amour, j'ai le baccalauréat, des trucs comme ça. Il fallait le chanter à l'époque. Mais la société était un peu plus libérale pour pouvoir exprimer ceci. En Tunisie, c'est pareil. Pendant cette époque où Tunis chantait et dansait, avait l'insomnie, tous les soirs, il y avait de grandes chanteuses également qui ont imposé leur voix, leur talent, et qui chantaient des choses très légères. Ça choquait, bien sûr, les bien-pensants, mais ça réjouissait aussi le petit peuple. Donc, tout dépend du contexte. Je vais rebondir sur ce que disait Racha Oui. par rapport à l'interdiction de éventuellement chanter des chants de joie ou d'amour. Je trouve que la chanson, même des femmes, mais aussi la chanson tout court dans la région arabe, dite MENA en fait, c'est-à-dire effectivement Moyen-Orient, Afrique du Nord, etc., elle a muté aussi beaucoup ces derniers temps. Et là, aujourd'hui, on voulait parler de l'histoire et de la place des femmes dans l'histoire de la musique arabe. Et si on parle de cet aspect contemporain aujourd'hui, on peut effectivement trouver que la façon avec laquelle les femmes chantent aujourd'hui a beaucoup évolué dans le sens où elle s'est imprégnée aussi de ce qui s'est passé dans la région récemment. C'est-à-dire qu'on regarde, et ça ne concerne pas que les femmes, les genres musicaux même j'allais dire, ont muté. C'est-à-dire qu'il y a eu un séisme quand même dans le monde arabe, et ce n'est pas forcément une relation de cause à effet, mais ce séisme de ce qui a été appelé le printemps arabe a quand même traversé un certain nombre de pays et a créé une stratification comme ça, comme si quelque chose qui a été jeté, et les genres ont explosé. C'est-à-dire que quelqu'un qui a envie de faire du rock, il va faire du rock. Quelqu'un qui a envie de faire du métal, des femmes, par exemple, il y a un groupe de jeunes femmes égyptiennes qui s'appelle Scarera. Enfin, je pense que je me trompe avec la prononciation, mais c'est un groupe de métal que de filles. Donc, c'était pas très envisageable avant qu'on puisse transgresser les codes et les genres, mélanger du tango avec de la musique arabe. Il y a des reprises, des covers, par exemple, par un duo tunisien que j'aime beaucoup, mais j'ai un problème de mémoire aujourd'hui, donc je suis désolée. Duo, ils ont fait un cover d'une chanson de Fayrouz, et en fait en anglais, et eux sont tunisiens. Je vous promets que je vais les retrouver là sur Internet. Et c'est très très intéressant parce qu'effectivement, même dans la tradition arabe, il y a une nouvelle génération qui reprend les vieilles dames, par exemple, dites les grandes dames comme Fayrouz. Personne n'osait reprendre ces chansons. Même quand son fils a retravaillé son répertoire, les gens étaient contre. Là, il y a des gens qui y vont, ils prennent, ils font des covers, ils cassent, ils déstructurent, ils osent des choses inattendues. Des fois, ça fait un peu bizarre, ça ressemble à du bruit. Mais c'est le propre aussi de relations de ville et de sons de ville avec ce qu'on produit quand on passe par des périodes différentes. Et je pense que la musique ressemble, et c'est pas moi qui le dis, mais je me souviens pas aussi de l'auteur qui l'a dit, ressemble au son de la ville qui est en train de changer. Une ville comme Le Caire, par exemple, je sais pas si vous avez été, c'est une ville bruyante, forte, dense. Donc son son lui ressemble. Insupportable à la limite même. Voilà, c'était l'idée. Et dans le même sens, je dirais, c'est avec les printemps arabes et tous ces changements et l'audace d'aller casser toutes ces règles imposées jusque-là. On voit de plus en plus de filles DJ, on voit de plus en plus de filles dans le rap, le hip-hop, quelque chose qui était un peu trop, pas que dans le monde arabe d'ailleurs, dans le monde en général, c'est quelque chose d'un peu plus réservé aux jeunes hommes de faire du rap et de hip-hop. Le hip-hop, c'était machiste et là, soudain, on excellence, voit des femmes, de plus en plus de filles et femmes qui vont dans ce sens-là. Alors, avant de laisser la parole au public, parce qu'on doit libérer la salle, et moi j'ai une présentation dans pas longtemps, juste rajouter quelque chose d'important concernant Warda et Cheikh Harimiti.
Alors, ce qui est génial chez cette dame, c'est qu'à l'époque moderne, chez Harimiti, par exemple, je me rappelle, j'étais dans la voiture, elle avait enregistré un album intitulé Sidi Mansour, qu'on ne trouve plus malheureusement. J'aurais voulu qu'il soit réédité. Je me rappelle, elle chantait dessus dans la voiture. Et Sidi Mansour, c'est un disque extrêmement rock. Et il y avait Robert Fripp à la guitare et Flea du groupe Red Hot Chili Peppers. Mais elle m'a dit, tu vois, mon fils, les chèvres là, Kleenex, moi aussi, je suis capable d'aller sur ce terrain et d'aller plus loin. Et effectivement, elle a fait un disque rock. Warda, oui, classique, alors qu'elle a révolutionné à l'époque la chanson, parce que c'était, comme il y avait son pendant masculin, Abdel Halim, qui souriait sur scène, qui plaisantait, signait des autographes, parce qu'avant, les chanteuses, c'était rigide. On va prendre Kelsoum. Bon, il y a eu Asma'an qui était dynamique, mais Kelsoum Sabah, que j'adore personnellement. Mais Warda, elle souriait, elle bougeait, elle apportait un autre style. Mais elle a été plus loin. Quand il y a eu la percée en Égypte d'un genre un peu cousin ou voisin du Reich, qu'on a appelé le Gil Gadid, la Gil Music, sous-entendu la nouvelle génération. D'ailleurs, ils se moquaient Kelsoum, les Hamid Sha'iri, Amrou Diab, etc. Ils disaient Kelsoum chante l'amour pendant une demi-heure, nous on vous fait ça en 5 minutes. C'est vrai, c'est des chansons dansantes, 3 minutes 30, 4 minutes maximum. Et Warda, quand elle a fait Haram Tahibek, qui a été un tube presque international, elle a joué sur ce terrain-là, histoire un peu de dire, attendez les jeunes, je connais mes classiques, mais je peux jouer sur votre terrain. Et ça, c'est très intéressant comme approche. Voilà, je vais céder la parole s'il y a des questions. Sinon, je serai obligé de clore le débat. Y a-t-il des questions? Any questions? Oui? Juste pour répondre à la chanson palestinienne, moi j'en viens, il y a Rim El Benna qui chante plein de chants d'amour, pas seulement dans la résistance, Mohamed Assaf qui chante pas mal l'amour. Donc il y a la vie aussi dans les mariages auxquels j'ai assisté. Non, c'est il y a clair. pas mal, il y a pas Je mal suis de- palestinienne. Oui, oui. Il y a vraiment, on ne peut pas dire qu'ils sont dans le tabou complet. Il y a la vie. Et moi, je l'ai vu vraiment de très près. Et ça m'avait beaucoup réjoui de voir qu'ils ne sont pas justement que dans l'attitude guerrière ou la résistance politique. Il y a aussi la vie. Je veux revenir aussi sur Kelsoum, le mythe par excellence. Évoquer Kelsoum, c'est vrai, l'amour, Rami, tout ce dont vous avez parlé, c'est exact. Mais comme vous parliez de casser les tabous, je crois que c'est elle qui a cassé les grands tabous. D'abord, elle va psalmodier le Coran. Deuxièmement, elle va se déguiser, elle est déguisée en garçon pour aller chanter avec son père dans les soirées. Qui était imam, oui. Oui, qui est animé aussi par son père, ils allaient animer les soirées religieuses aussi. C'est aussi elle qui va imposer dans des concerts, une fois elle est devenue ce qu'elle est devenue, dans des concerts où avant, la salle de concert, c'est la salle où on buvait, où on fumait, et c'est elle qui va imposer aux hommes un respect, un immense respect, et un respect quasi religieux, même si je le mets entre guillemets. C'est elle qui va affronter, en plus après, les sbires, disons, de l'armée de Nasser, qui vont essayer de lui interdire la radio, et parce qu'elle fait partie du régime antérieur. De l'ancien régime. De l'ancien régime. Et Nasser va la remettre en disant
le Nil existait avec l'Ancien Régime. Les pyramides existaient. et bien d'autres. Donc ouais. vraiment, c'est quelqu'un qui va mettre sur la scène des poètes mineurs. Je veux dire, les gens connaissaient les auteurs des suspendus, les mu'allaqat, connaissaient le Mutanabbi, mais qui connaissait Abou Firas al-Hamadani, qu'elle va mettre sur scène. Enfin, c'est juste une petite contribution modeste, je vous en remercie. Très, très intéressant. C'est important, oui. Alors, d'autres questions? C'est ça le débat, c'est l'apport mutuel. Hein. On n'a pas tous la science infuse, je vous rassure. Hein. On reste modeste à notre niveau. Oui, bonjour. Oui. C'est plutôt des remarques que je vais faire, 2-3 remarques, pas de questions. Toutes ces chanteuses-là, toutes ces immenses chanteuses, ces grandes dames, Kalthoum, Warda, Fayrouz, Smahan, Mayada, c'est des hommes qui ont fait ces femmes. C'est des hommes qui ont fait ces voix-là, ces femmes-là, la gloire de ces femmes-là. Ils ont eu la chance d'être entourés par des immenses compositeurs, des grands compositeurs hors de commun. Je cite Riyad Sombati, je cite Qasadji. Atlal, c'est lui, d'ailleurs. Bien sûr, je cite Mohamed Abdel Wahab, je cite Abou al-Ala Mohamed et plein d'autres. Et les poètes, pareil, pour tous des hommes. L'Amir Abdallah Al-Faisal, Ahmed Rami, beaucoup d'autres. Là, le prince des poètes aussi. Voilà. Deuxième point. Ouais. Deuxième point. En fait, il fallait mettre en fait la carrière de ces artistes-là dans leur contexte sociopolitique, socioculturel. Dire en fait que le chant, la musique était interdite aux femmes et pas les hommes, ce n'est pas vrai. Mohamed Abdel Wahab, l'immense Mohamed Abdel Wahab, hein, le père de la musique arabe contemporaine. Il s'est fait gifler par son père quand il avait l'âge de 10 ans parce qu'il a acheté une photo de Saïd Darwish que la presse égyptienne, la presse arabe au début du XXe siècle l'appelait Beethoven des Arabes. Il a acheté une photo exact, ouais. Dans un cadre comme ça, de ses économies. Tous les matins, en allant à l'école, il s'arrête devant une boutique de musique et puis il s'arrête quelques secondes devant cette photo de Saïd Darwish, fasciné par Beethoven des Arabes de l'époque, qui est mort jeune à 26 ans, hein, et qui a combattu par ses chansons les Anglais, l'occupant britannique. Absolument, oui. Et il a pu finalement acheter, grâce à ses économies, ses petites économies, cette photo. Son père, il l'a giflé. Et son père était un mu'adhin, donc voilà, une famille très conservatrice, tout ça. Le contraire pour Kalthoum, que son père, c'est des paysans qui viennent d'un milieu très conservateur, mais son père, il l'a encouragé à chanter. D'accord ? Et même si je remonte un peu plus loin, quelques décennies plus loin, dans des milieux plus aisés, on va dire, ou des milieux plus bourgeois, c'était pas très mal vu que les hommes chantent ou une femme chante. Je rappelle Abdul Hamouli ou Almaz, un duel qui a fait beaucoup de succès tout au long du XIXe siècle et qui chantait dans les cours des bourgeois et dans c'était pas vraiment populaire. Je voulais dire encore 2 autres trucs, mais bon. C'est déjà pas mal, c'est intéressant. Pour Kalthoum, en fait, Kalthoum, elle n'a pas essayé d'empêcher la réussite d'Ismaël ou qui que ce soit. C'était les rumeurs de l'époque. Non, ça. C'est pas confirmé du tout. C'est les rumeurs de l'époque. Et dire ça aujourd'hui, on disait que c'était la rivale. C'est une insulte à l'égard de cette diva, cette immense femme qui a tant donné pour l'Égypte et pour le monde arabe. Et Asma'an avait beaucoup de talent également. Hein. Oui, bien sûr. C'est une femme rebelle, espionne, elle aura tout fait. Si je peux me permettre de commenter juste, donner l'exemple d'Abdel Wahab qui s'est fait gifler par son père, ou Kalthoum qui était encouragé par son père. Bien sûr que ça existait, mais c'est des exemples, mais on ne peut pas généraliser. C'est quand même, c'était un contexte où la femme vraiment avait beaucoup de mal à tracer son chemin dans la musique et la chanson. Et bien sûr que cet exemple que vous mentionnez existe, et peut-être beaucoup plus que Kalthoum. Il y a d'autres exemples, bien sûr. Il y a Farid Al-Atrash qui était interdit de chanter parce qu'il était aussi ritant druze. Mais
Dans le contexte général, c'était quand même, c'était pas un terrain facile pour les C'est femmes. Dernière intéressant remarque. aussi, monsieur, si Dernière je peux me remarque, permettre. s'il Oui. vous plaît, pour ça. Mais Juste très dernière vite, remarque. Non, non, c'est juste important. aussi, Achat. non, permettez-moi, non, terminer. non, excusez-moi. Juste aussi un petit mot, quand vous dites que ces femmes Merci. ont été faites par des hommes, ils étaient accompagnés par des grands hommes, mais elles n'étaient pas faites par ces hommes. Merci pour la Donc c'est précision. quand même quelque chose de différent. Parce qu'il faut vraiment choisir ses mots, monsieur. Juste une dernière remarque. Pour Sabah. Vraiment Pour Sabah. très Pour Sabah. rapidement, Sabah, une c'est dernière intervention après j'arrête. Oui. Il faut choisir les mots, c'est tout. Il faut Alors, bien choisir juste, ses je mots. vais dire que ce n'est pas toujours le cas pour l'écriture. J'ai évoqué la figure de Cheikh Harimiti. Elle a toujours écrit ses textes et ses mélodies, comme elle me le disait à l'époque. D'où lui vient l'inspiration. Elle me disait, c'est comme des abeilles qui me piquent dans la tête. Moi, je n'ai pas besoin de stylo pour écrire. Tout est dans la tête. Alors, je C'était sais pas moi. c'est Dima qui voulait parler. Ah, c'est C'était toi. Afrique, Vas-y. pardon. Ouais. Bonsoir ou bonjour. Bonsoir. Excusez-moi. Je connais bien Khaled et je sais comment il a dit, dans quel contexte il a dit ces femmes ont été faites par des hommes. Ce n'est pas dans le contexte que vous croyez et que vous voilà et que vous contestez. En On fait, ne il croit veut rien dire du tout, hein. Voilà. Non, mais On a c'est-à-dire compris, que on a oui, compris. voilà. T'inquiète pas. Ouais. C'était des grands compositeurs, de grands, voilà, peut-être des génies de la musique qui ont accompagné donc ces femmes dans leur carrière, on va dire. Voilà, moi oui, tout à fait. Racha, on a moins de temps. Ça peut faire un colloque, vous savez, hein, ça peut faire un colloque. Hier, on n'était pas d'accord sur le fait que derrière chaque homme, il y a une femme. Et ben moi, je le prendrais différemment. Je dirais que oui, eh ben, l'homme, il est rien sans la femme. Et la femme est l'avenir de l'homme. Et C'est Aragon qui l'a dit. réciproquement, hein. Et c'est Aragon qui l'a dit, donc voilà. Donc ça dépend dans quel contexte on discute ces phrases-là et dans quel contexte on tient les propos. Moi, je voulais revenir donc au sujet de la table ronde. Je suis toujours enchantée de retrouver donc toutes ces grandes dames de la chanson et qui ont été sur la scène d'abord nationale chez eux et internationale et qui sont reconnues de par le monde entier. Et j'aimerais juste faire un point sur la notion de genre. C'est-à-dire quand vous dites qu'il y a des chanteuses qui sont interdites et à qui le chant, donc comme les chichettes par exemple, qui sont mal vues pour leurs chansons ou leur interprétation. En fait, les genres ont été créés par la société. Quand c'est des femmes qui chantent des genres classiques comme Moué Chahet ou bien la grande Keltoum ou Fayrouz, etc., ça passe. Il y a aussi une grande chanteuse qui s'appelait, je pense, Nesrine, à Alger, qui était très connue, qui chantait du Shabi. Enfin voilà. Quand c'est des chants dits classiques, très, enfin, comment dire, pas avec de beaux mots, de belles poésies, etc. Mais quand c'est des chants qui vont donc soulever des tabous, là, en fait, la femme est mal vue, mal considérée. Et les générations aussi, il faut dire aussi que les genres musicaux suivent avec les générations. La génération de maintenant qui ne connaît pas le genre musical classique arabe ou qui n'est pas intéressée va engendrer donc de nouvelles musiques, va peut-être se moquer de Keltoum ou d'autres. Mais c'est aussi un art qu'il faut revendiquer, un art qu'il faut aussi comment dire, encourager. Parce que ces jeunes qui sont sur la scène sociopolitique actuellement, qui chantent et qui bravent les interdits, on les considère comme occidentalisés. On a entendu tellement cette phrase en Algérie quand il y avait on avait nous à Oran, je ne sais pas si M. Mezouen connaît un petit peu les étudiants d'Oran dans les années 70. Moi, je suis de la génération donc des années 70-80. On avait un groupe qui était extraordinaire. Il s'appelait The Students, les étudiants, qui chantaient tous les genres. Ils chantaient les Beatles, ils chantaient du rock, ils chantaient Marcel Khalifa, ils chantaient de tout. Et en fait, on était heureux. On avait tous les genres musicaux, on était multiculturels. Actuellement, ça pose problème. Ces genres musicaux ne sont plus... si, voilà. quand même, il y a de super groupes de Voilà. rock Il y a du rap, au Maroc, au voilà. Baouba Spirit, pour ne Le rap citer que. algérien est très contestateur. Il y a beaucoup de filles qui le rap, slament le rock, aussi. ils sont bien représentés. Je vous invite à aller découvrir sur l'internet donc la slameuse algérienne Alam, qui est extraordinaire, qui fait du slam et qui fait du rap aussi.
et qui est très contestataire, et en même temps qui chante l'amour, qui chante tous les tabous qui sont interdits de par ailleurs. Voilà, donc moi je voulais juste revenir sur une question. Très vite, hein, parce que non, je crois que Très bien, je vous remercie. Dima, tu voulais intervenir. Parce que là, je dois aller vite, désolé, mais oula, ouais. Bonjour. Vraiment 1 minute, hein, s'il te plaît, Dima. Une Vas-y. minute, je vais faire, Ouais. parce que là, je fais l'interprète quand même pour Asser, qui est un connaisseur du milieu de la musique dans le monde arabe. Et il voulait insister sur la diversité, donc encore plus que ce que vous avez déjà raconté. Il voulait parler de l'Irak. Comment elle s'appelle, la chanteuse? Farida Mohamed Ali, Qui vit qui aux chantait le Pays-Bas, maqamat. que j'ai accueilli à l'Institut. Ouais, Et vas-y. ne pas oublier le Golfe, donc la région du Golfe, Souad Mohamed, et de parler quand même que nos chanteuses viennent d'origines différentes, comme Leila Mourad qui était chrétienne, Ismahan qui était druze. Donc c'est juste pour ajouter une note de diversité. Non, on aurait pu, on ne pouvait pas toutes les citer malheureusement. Mais Bah je suis voilà, d'accord une avec toi. minute, on a couvert le. Pour le sujet. Leila Mourad, Merci. c'est OK, je l'adore. Voilà, j'adore encore d'autres. En tout cas, merci, merci et merci.